Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops d'août et on avait plein de tops ce mois-ci. On a dû faire un gros tri. On va commencer avec le cinéma et je vais laisser Nico vous présenter un film qu'il a beaucoup aimé. Et qui est encore à l'affiche, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, c'est Là où chantent les écrevisses. Donc c'est un film qui parle en fait d'une jeune fille qui vit en Louisiane, dans la zone marécageuse, dans les années 50-60. Ça retrace un peu la vie de cette jeune fille, mais au travers de flashbacks, parce que en fait, on voit au début du film qu'elle est accusée d'un meurtre. Et donc au travers des flashbacks et des échanges avec son avocat et du procès, on comprend sa vie, tout ce qui s'est passé, tout ce qui lui est arrivé. Moi j'ai adoré ce film, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie, une très belle photographie en plus dans cette région-là, que c'était bien joué. J'étais vraiment embarqué dans la narration et j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé un super moment de cinéma avec ce film-là. Et toi Valérie? Moi j'ai bien aimé aussi, mais pas autant que toi. On dirait bien. Les paysages par contre sont vraiment magnifiques. Je sais pas où ça a été tourné, mais les mangroves là, de Louisiane, c'est vraiment splendide. Après l'histoire, oui, bon, c'était sympa, voilà, mais bon, moi je l'aurais pas forcément mis dans les gros tops dans cette vidéo, mais voilà, mais j'ai passé un bon moment aussi. Ensuite, on est aussi allé voir un dessin animé, c'est Crypto, l'histoire du chien de Superman. Et c'était très sympa, on a beaucoup rigolé. Oui, c'était très amusant. C'est un de ces dessins animés où il y a deux niveaux de lecture, un pour les enfants et un pour les adultes. Et en plus là, il y a plein de références aux super-héros. Et bon, moi je suis pas spécialement fan ni connaisseuse des super-héros, mais j'ai trouvé ça quand même très sympa. Très amusant, très drôle, voilà, bien fait, donc voilà, c'était assez chouette. Et si vous avez des enfants, c'est l'occasion de les emmener au cinéma. Même si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ouais. Y aller quand même. Ensuite, on a regardé sur Amazon un film qui est extrêmement connu et pas du tout nouveau. Il s'agit du Grand Bleu. Alors bon, évidemment, on l'avait déjà vu tous les deux. Je ne sais pas si c'est très utile de présenter ce film de Luc Besson, c'est une rivalité, ça raconte une rivalité entre deux plongeurs apnéistes. Et j'ai découvert avec une énorme surprise que Nico, qui, je vous le rappelle, vous fait l'instant Van Damme depuis des mois, tous les mois, Oui. hein, n'est-ce pas? Oui. Connaît par cœur le Grand Bleu, mais quand je vous dis par cœur, c'est toute l'histoire, mais aussi des phrases entières de dialogue. Et voilà, j'ai été très surprise, ça change des films d'action de Jean-Claude Van Damme et de Jason Statham. Pardon d'être sensible et cultivé, enfin... Donc voilà, je voulais le mentionner dans ces top et flop. Tu veux nous dire un mot sur le Grand Bleu? Non, j'ai pas besoin, c'est un très beau film, ça fait consensus, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors, et moi quand on a vu le Grand Bleu ensemble avec Valérie, j'étais très surpris de voir que Valérie ne comprenait rien au film. À base de... Mais pourquoi il retourne tout au fond de l'eau? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire au fond de l'eau? Mais j'ai pas compris. Mais pourquoi il va au fond de l'eau? Mais vraiment? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas aussi sensible que toi à la poésie de ce film. Tu es même imperméable à la poésie de ce film, Valérie. Oui, j'étais vraiment très déçu de ton comportement devant ce film. Alors ensuite on a regardé une mini-série documentaire sur Netflix, c'est 3 épisodes de 45 minutes, ça s'appelle Woodstock 99, et c'est sur le festival de Woodstock en 1999. Donc l'organisateur du premier Woodstock en 69 a voulu en refaire un 30 ans plus tard, en 99. Mais j'ai vu sur Wikipédia, ils en avaient fait un autre en 94. Ah oui? Ouais. Ah, c'était pas mentionné. C'était la 3e édition. Ouais. Ah, c'était pas mentionné dans le documentaire. Non, mais en tout cas, cette édition de 99, elle était très ambitieuse en termes d'organisation, en termes de nombre de groupes qui venaient, de nombre de billets vendus. Mais ça s'est pas passé exactement comme prévu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont cafouillé, qui ont même très mal tourné. Quand même très mal tourné, avec des faits de violence, de viol sur le festival. En fait, au fur et à mesure du documentaire, on voit tout ce qui a mal tourné, avec des témoignages des gens aujourd'hui et des images d'archives. Et en fait, plus ça avance, plus on se dit
Ah oui, mais donc ça continue encore à être de pire en pire, et c'est enfin, quand on connaît pas l'histoire et quand on ne sait pas ce qui s'est passé à la fin de ce festival, c'est juste hallucinant. Enfin, on était vraiment scotchés et assez atterrés, hein, d'ailleurs. Enfin, tu peux pas te réjouir de ce que tu vois, mais c'est complètement dingue. On n'en dit pas plus pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, mais franchement, c'est prenant et voilà, si vous aimez les documentaires de Netflix qui racontent des gros fiascos, et ben là vous n'allez pas être déçus. Alors ça rejoint un autre documentaire qu'on avait regardé aussi sur Netflix, et je crois pas qu'on en avait parlé dans les top. On n'a pas mentionné celui-là, effectivement. C'était sur le Fire Festival, je me rappelle plus du titre exact de la série, mais je vous le mettrai dans l'écran. Et moi je trouve ça assez intéressant ces documentaires sur les festivals, parce qu'on voit un peu l'envers du décor. Parce que tout ce qui a mal tourné a une explication en fait, et souvent l'explication c'est un manque de budget. En fait, ils ont eu, enfin dans les deux cas là, ils ont des grosses coupes budgétaires, ils doivent faire l'impasse sur certaines choses, et c'est ça qui provoque un fiasco total quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais. Ensuite, moi j'ai regardé sur Netflix la 4e saison de Borgen, puisque Netflix a racheté les droits de cette série et a produit donc une nouvelle saison. Et alors c'est pas la première fois que Netflix rachète des droits comme ça d'une série que j'aime bien pour faire une nouvelle saison, et j'ai toujours été un petit peu déçue, et là pas du tout. J'ai trouvé que cette 4e saison était vraiment très très bien et vraiment dans la lignée de la série des trois premières saisons. Donc si jamais vous ne connaissez pas Borgen, c'est une série danoise sur la politique. En fait, au premier épisode de la première saison, il y a les élections donc, au Danemark. Alors le Danemark c'est une monarchie parlementaire, c'est comme en Angleterre, il y a un roi qui a peu de pouvoir en fait, et ensuite c'est le Premier ministre qui lui concentre plutôt de pouvoir. Et donc au premier épisode de la première saison, c'est les élections, et il y a une femme qui se retrouve élue, elle est d'un parti centriste qui n'a pas beaucoup de poids dans la vie politique au Danemark, et elle se retrouve élue par un concours de circonstances, et c'est la première femme Premier ministre au Danemark. Et ensuite sur les 3 saisons, on suit donc cette femme qui est Premier ministre et qui doit faire face à tout un tas d'événements, et donc on la voit gérer les relations avec les membres de son parti, avec les membres des autres partis, avec les gros industriels, les lobbies, la presse, enfin voilà, toute la vie des hommes politiques en fait. Et donc moi j'avais adoré cette série, mais que j'ai regardée il y a super longtemps. Je crois que la première saison elle date d'il y a une dizaine d'années, et bon j'avais dû la regarder à peu près à cette époque-là. Et là donc on les retrouve du coup quasiment 10 ans après. Donc on retrouve Birgit Nyborg, désolée pour mon accent danois, donc cette femme Premier ministre qui n'est plus Premier ministre, qui est ministre des Affaires étrangères. Et on retrouve d'autres personnages aussi des 3 premières saisons, des personnages principaux. On les retrouve pas tous, mais quand même un certain nombre. Et tout le monde a un petit peu vieilli, les méthodes qu'ils utilisaient ne fonctionnent plus forcément aujourd'hui, notamment à l'heure des réseaux sociaux. Et surtout, il y a d'autres personnages qui sont plus jeunes, qui sont très ambitieux, qui veulent prendre leur place. Et donc voilà, on les voit en train d'essayer de se débattre pour survivre dans le monde de requins qu'est la politique. Et sur cette saison, la particularité c'est qu'on a un événement qui va être le fil rouge de toute la saison, alors que sur les saisons d'avant, on avait plutôt un événement qui était traité sur 1 ou 2 épisodes. Et donc là, l'événement qu'on suit sur toute la saison, c'est la découverte d'un puits de pétrole au Groenland. Et le Groenland veut exploiter ce puits de pétrole qui va lui rapporter beaucoup d'argent, alors que le Danemark ne veut pas, puisque Birgit Nyborg, la ministre des Affaires étrangères, a fait campagne sur une campagne très écolo, et donc elle ne veut pas exploiter un gisement de pétrole. Voilà, donc moi j'ai trouvé que cette saison était très réussie, et j'ai hâte de voir la suite, puisque apparemment il semble qu'il y aura une suite. Ensuite, je vais vous parler podcast pour une fois. C'est pas très souvent qu'on parle podcast dans les tops et flops, mais cet été, il y a l'émission Very Good Trip de France Inter, donc une émission musicale qui a consacré 9 épisodes sur David Bowie, et j'ai trouvé que ces podcasts étaient très très bien. Alors moi je suis une grosse fan de David Bowie, donc ça me fait toujours très plaisir d'écouter des émissions comme ça sur David Bowie. Et là, j'aime beaucoup cette émission Very Good Trip, et je trouve que ces 9 épisodes étaient très réussis. Donc si vous aimez bien, ou si vous souhaitez découvrir peut-être David Bowie, je vous recommande très fortement ce podcast. Alors maintenant, c'est le moment préféré de tous les spectateurs, à savoir l'instant Vandame. Donc ce mois-ci, nous avons regardé Cavale sans issue.
Alors Cavale sans issue, c'est un peu moins un film d'action et un peu plus un thriller action que les autres Van Damme qu'on a pu regarder jusqu'à présent. Il y a beaucoup moins de scènes de bagarre et du coup il y a un scénario plus travaillé. Ça change. Bah oui, mais parce que Jean-Claude est un acteur complet, enfin, voilà, donc évidemment, c'est pas tout le temps pareil. Donc dans ce film, Jean-Claude est initialement en prison et il s'évade. Et il va aller il se retrouve en cavale et il va aller se planquer près de la maison d'une jeune femme qui vit seule avec ses 2 enfants et qui est jouée par Rosanna Arquette. Qu'on avait déjà vu dans Le Grand Bleu quelques jours avant. Hein, quand même, il y a une cohérence dans les films que je te fais regarder. Hein, voilà. Bon. Et donc il va se lier d'amitié avec cette femme et ses enfants et il s'avère que cette femme elle est harcelée par des méchants promoteurs immobiliers qui veulent racheter toute la vallée pour faire un gros projet industriel, voilà. Et donc Jean-Claude va défendre Rosanna Arquette contre les méchants promoteurs qui ont des méthodes de persuasion très musclées et pas très légales. Ouais. On est sur quand même quelque chose d'assez caricatural, hein, il faut le dire, et assez daté, parce que c'est quand même un peu désuet, ce film. C'est le gentil héros qui va venir en aide à la pauvre jeune femme en détresse, qui est malmenée par des méchants sans scrupules et sans foi ni loi. Enfin, mais par contre, c'est assez dynamique, ça se laisse bien regarder. Il faut se laisser emporter par le côté un peu kitsch. Hein. Ça sortira en 2022, on dirait que c'est de la merde. Mais avec le recul, c'était un moment pas désagréable. Qu'en as-tu pensé, Valérie? Moi, j'ai pas trouvé que c'était un très bon film. Après, c'était un peu mieux pour un film de Jean-Claude Van Damme que ce qu'on a l'habitude de regarder. Ah. Mais bon, c'est quand même un peu ringard, ça a pas très bien vieilli, quoi. Oui, mais ce côté ringard fait aussi le petit charme vintage de ce film. Voilà, c'est tout pour nos top et flop de ce mois-ci. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop à vous et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.